Donc, une première chose que vous avez déjà vue, si vous prenez un... Si vous prenez un tube, vous prenez n'importe quoi en fait, hein. Si vous prenez un n'importe quoi, dans la mer, dans n'importe où, et si vous regardez la différence de pression entre deux points A et B, séparés d'une hauteur h, je fais mon h petit grand, pour un liquide qui a une densité ρ, eh bien, vous arrivez au fait que delta P, qui est égal à PB moins PA, est égal à ρ G H. S'il vous plaît. Alors, cette formule, elle est... Cette formule est très simple, mais alors en particulier, ce qu'elle fait intervenir, c'est le fait que... je pense qu'elle ne fait pas intervenir, c'est la surface qu'il y a ici, d'accord? Donc c'est un tube de n'importe quel liquide. Et en fait, j'ai mis un tube, mais ça pourrait être, j'aurais pu mettre un truc à n'importe quelle forme, ça aurait marché. Alors ceci est parfaitement logique, si vous voulez vous en souvenir. Rappelez-vous que la pression augmente en fonction de la profondeur, mais ne dépend évidemment pas de la surface qu'il y a en dessus. Rappelez-vous par exemple que la pression augmente en fonction de la profondeur, mais ça augmente de la même façon que vous soyez dans la mer ou dans une piscine. D'accord ? La mer, c'est beaucoup plus grand au-dessus, mais la pression augmente dans la mer quand vous plongez de la même façon que quand vous plongez dans la piscine. Elle n'augmente pas plus vite dans la mer parce que vous avez une grande surface au-dessus. D'accord ? Donc il est évident que la pression augmente en fonction de la profondeur, mais quand on prend cet exemple de faire un petit tube par-dessus, parce que c'est l'exemple qu'on a en général, c'est évident que ça ne dépend pas de la surface que je prends dessus. D'accord ? Donc j'aurais pu prendre par exemple un truc à une tête comme ça, n'importe comment, ça aurait donné le même résultat. La pression ne varie que comme ça. Ok ? Alors un résultat que vous pouvez obtenir, par exemple si vous voulez un résultat courant dans de l'eau, vous prenez une atmosphère tous les 10 mètres. D'accord ? Donc ça vous donne à peu près l'idée de ce que vous allez prendre quand vous plongez dans une piscine. Ok ? Il fait beaucoup une atmosphère sur nous. Le corps humain, on n'est pas habitué à faire ça. La première chose à savoir. Alors, deuxième chose, donc ça c'est... je sais pas comment on appellerait ça. Deuxième chose, c'est Bernoulli. Je ne prends pas de i avant. Bernoulli, il vous dit que si vous prenez une ligne de courant ici, vous prenez ici l'altitude Z, d'accord? En fait, Bernoulli, c'est une équation de conservation. Okay, donc, ce qu'il vous dit, c'est que si vous prenez ici votre écoulement, vous avez ici la chose suivante. Vous avez A demi de ρ V carré plus ρ GZ plus P qui est égal à une constante. Alors ça, on va simplement expliquer un peu ce que c'est que ces différents termes. Vous allez voir que ça se comprend très très bien. Donc ça, c'est une équation, donc je vous le disais, de conservation de l'énergie. Donc ça veut dire quoi? Donc si vous regardez, alors c'est les termes, on va commencer par le plus simple. Celui-là, vous reconnaissez tout de suite ce que c'est. C'est conservation de quelle énergie, celle-là? Cinétique. Ça, c'est de l'énergie cinétique. Vous avez un terme, alors qu'il n'est pas en 1,5 de mv2, puisqu'elle est divisée par un volume, vous trouvez un ρ. Enfin, c'est l'énergie cinétique. Excusez-moi, ça, c'est l'énergie cinétique. Celui-ci, c'est quoi comme énergie? Hein? C'est l'énergie, pardon?
L'énergie potentielle, ok. Alors, ce qui est beaucoup moins évident à comprendre, c'est que ça, c'est aussi homogène et une énergie. Alors, pour le voir, vous pouvez le comprendre de la façon suivante. Bon, la pression, c'est une force par unité de surface. Mais si vous voulez comprendre pourquoi c'est une énergie, vous pouvez voir la pression de la façon suivante, la façon cinétique, ce qu'on appelle la façon microscopique. C'est qu'une pression, quand vous avez un gaz, en fait, la pression, c'est dû au fait que vous avez les molécules du gaz qui, à un moment, viennent taper sur la paroi. D'accord. Et quand elles tapent sur la paroi, ben, vous avez conservation d'énergie, la quantité de mouvement. Et en fait, c'est ça qui va pousser la paroi. D'accord. C'est le mouvement stochastique des molécules qui, à un moment, viennent taper sur la paroi, repoussent la paroi. Et donc, plus la pression augmente, plus les molécules sont agitées, plus elles ont de quantité de mouvement et d'énergie, donc plus elles poussent fort la paroi. Donc, c'est comme ça que vous pouvez comprendre qu'en fait, la pression représente essentiellement l'énergie cinétique des molécules qui sont dans le gaz. Et donc, quand la pression monte, c'est que l'énergie interne de ces molécules-là est en train de monter. Donc, la formule de Bernoulli, elle vous dit simplement que c'est cette énergie-là, la somme de l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle plus la pression, est évidemment une constante le long d'un écoulement. D'accord. Pour un fluide incompressible, bon, il y a des conditions. Il faut que le fluide soit incompressible, qu'on n'ait pas d'échauffement, etc. Ouais, s'il y a une constante. Si vous n'arrivez pas à lire, dites-moi, mademoiselle. P. Là, P, c'est une énergie. Alors, déjà, ce qu'on peut voir ici, c'est que vous arrivez à quelque chose d'assez intéressant. Assez intéressant. Il y a quelque chose qui est assez relativement intuitif. C'est que quand vous augmentez la vitesse, la pression diminue, contrairement à ce qu'on croit. Okay. Quand vous augmentez la vitesse, la pression diminue. Alors ça a des conséquences qui sont intéressantes, des conséquences qui le sont moins. Enfin, c'est comme ça qu'avancent les bateaux à voile, par exemple. C'est-à-dire que vous débrouillez pour que la vitesse augmente d'un côté, ce qui fait baisser la pression. Mais c'est comme ça aussi que vous avez des ennuis, par exemple, dans tout ce qui est artère, des choses comme ça, puisque quand un tuyau commence à se boucher, il ne fait que se boucher de plus en plus, parce qu'à l'endroit où il se bouche, la déconservation du débit fait que la vitesse augmente, donc la pression baisse à cet endroit-là. Et donc, il y a de plus en plus de choses qui vont se déposer à cet endroit-là. D'accord ? Mais c'est aussi ce qui fait que quand vous accélérez la vitesse d'un côté d'une aile ou d'une voile, la pression va pouvoir baisser, et donc l'avion va décoller, où le voilier va pouvoir avancer. Okay. Donc tout ça, ça a beaucoup de conséquences dans la vie quotidienne. Okay. Donc je crois que pour une bonne partie, je crois que toute cette feuille-là, on l'a fait avec uniquement ces deux formules-là. Voilà. Voilà. Tout ça, c'est ces deux formules-là. Et puis la conservation du débit aussi, mais ça, vous la connaissez, la conservation du débit. D'accord ? Conservation du débit, là, je vous le rajoute aussi pour la forme. Et la 3. Voilà, nous avons 3 choses à nous rappeler pour faire tous les exercices. C'est tout. Donc, essayez de vous les rappeler et vous arriverez au bout. Techniquement, vous aurez de quoi faire tous les exercices. Voilà, premier exercice, exercice A. Je vous donne 5 minutes, même pas 2 minutes pour le faire. Donc, ce que je vous avais dit, d'abord, on va mettre des notations un peu différentes. On va mettre ici le C, on avait dit que ça c'était C. On avait dit que ça c'était H'. Et puis on avait dit ensuite qu'on avait un point D qui était là. Bon. Alors, ce que je vous avais demandé, d'abord, on va couper le truc en deux. D'accord, pour rendre les choses plus faciles. Bon, ok.
On va regarder la partie de droite pour l'instant. Est-ce que quelqu'un est capable de me donner PA en fonction de PB? Alors, est-ce que quelqu'un est capable de me donner PA en fonction de PB? Non? Alors, c'est ρ, on va appeler ça ρh, d'accord? Là, c'est un ρ de l'eau, et là, c'est un ρ, on va appeler m, puisque c'est limite le truc liquide, je sais pas quoi, enfin bref, ρm. Donc, c'est PA égale PB plus quoi? Mmh. Mmh. Parfait. Maintenant, je vous demande à tous de me faire la même chose pour le côté gauche. Vous me donnez PA en fonction de PC. D'accord? Alors, vous allez le faire en deux temps. Vous me donnez d'abord PD en fonction de PC, PA en fonction de PD, et puis ensuite PA en fonction de PC. D'accord? Voilà, je vous laisse faire ça. Donc, j'ai oublié ici un terme, c'est le plus PC. J'ai oublié ici un terme plus PC. PC. Ah, j'ai une image, je n'arrive pas à écrire. Bon, donc je peux écrire que ces deux-là sont les mêmes, d'accord? Ou alors, ce que je peux faire, c'est que je peux les soustraire. Comme ça, je fais ça moins ça. Et ça me fait la même chose. Ok? Donc, ce que je vais faire, c'est que j'écris ici que PB... H, ça c'est la première équation que j'ai là. Je remets la deuxième que j'ai ici. PC est égal à PA moins G facteur 2 ρ E H moins H' plus ρ M H'. D'accord? Ça c'est ma deuxième équation qui était là. Okay? Je fais que recopier. Ça c'est celle-là, ça c'est celle-là, sauf que j'ai passé le PC de l'autre côté et le PA je l'ai remis là. Okay? Donc maintenant je fais la soustraction des deux, puisque c'est ça qui m'intéresse. Et donc j'obtiens directement que... Alors vous voulez PB moins PC ou PC moins PB? C'est quoi qui est demandé? Je suis d'accord, un signe près c'est le même. Allez, on fait PB moins PC. C'est égal à moins ρ H G H, d'accord, plus G facteur de ρ E facteur de H moins H' plus ρ M H'. Voilà. Donc le résultat est là. Alors on peut l'arranger un tout petit peu ce résultat en rentrant le H dedans. Donc on va rentrer juste le H. Alors vous allez obtenir ici un ρ E voilà.
Voilà le résultat. C'est bon? Vous voulez que je vous le factorise encore un peu? Il peut se mettre un peu mieux encore si vous voulez. Sinon, monsieur, vous pouvez juste faire le calcul directement avec les valeurs. Ça, j'ai pas le résultat. Ce que je peux faire, c'est grouper les H et les H' déjà. Parce que ça me fait un ρE moins ρH. Ah, lui, il m'emmerde, là, ça va pas le faire. Lui, ils l'ont fait là-bas, le terme. Ouais, c'est plus joli comme ça. Voilà. Bon, le calcul n'est pas très intéressant à la fin. Par contre, est-ce que tout le monde a compris la technique pour faire le delta P égale ρ G delta H? C'est bon? Bon, ce petit calcul-là, vous le referez, hein, il n'est pas très compliqué. Donc là, j'ai juste écrit la différence entre les deux. C'est tout ce que j'ai fait. C'est bon? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? L'atmosphère. Bon. Donc on vous propose de regarder ce qui se passe dans une atmosphère qui est isotherme formée d'un gaz parfait. Est-ce que vous vous rappelez ce que c'est qu'un gaz parfait? Voilà, PV égale nRT. Ça, c'est le gaz parfait. Alors, la deuxième chose, c'est que on a la fameuse loi dont on se sert depuis le début, qui est que alors delta P est égal à quoi d'ailleurs? À ρG quoi? Delta H. D'accord?
Alors, je vais vous proposer de noter un tout petit peu différemment. Si je gradue mon atmosphère vers le haut, comme ça, avec les Z graduées vers le haut, je vous propose juste, alors juste pour que ça se voit un petit peu mieux, sinon vous aurez du mal, je vous propose de l'écrire comme ça. D'accord? Alors, même mettre un moins parce que la pression diminue quand on monte. Alors, est-ce que tout le monde... Et dessine quoi là-bas, les deux? Ah, d'accord. Donc, on a ces deux formules-là. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ça et ça. Et ça. Pourquoi j'ai un Z là? Qu'est-ce que j'ai écrit là, moi? Ça, c'est étrange. Voilà. Donc, on a ça et ça, ok. Et alors, maintenant, je vous demande, à partir de ces deux choses-là, vous allez réfléchir en groupe, hein, mettez-vous à plusieurs si vous voulez, pour essayer de me démontrer la loi qui donne la pression en fonction de l'altitude pour une atmosphère isotherme formée d'un gaz parfait. Alors en fait, y a un truc qui est très faux là-dedans, c'est pas tellement l'aspect gaz parfait, parce que le gaz, quand la pression baisse, il est de plus en plus parfait. Parce que dans les gaz parfaits, ce qu'on néglige, c'est surtout les interactions à plusieurs particules. Bon, plus la pression baisse, plus c'est vrai. Par contre, il n'est pas du tout isotherme, puisque quand vous montez en montagne, vous savez qu'il fait froid. Donc ça, c'est très faux qu'il est isotherme. Par contre, le gaz parfait, c'est pas trop faux. Par contre, à partir de ces deux choses-là que je viens de surligner, si vous réfléchissez un petit peu, vous pouvez aller me démontrer la formule qui vous est proposée pour le gaz, pour la pression atmosphérique dans le gaz. Et c'est ce à quoi je vous demande de réfléchir là, pendant les 10 prochaines minutes, en groupe de préférence. Enfin, ça pour avoir un peu plus d'idées, je dirais. C'est pas forcément complètement évident. Vous êtes tous d'accord que la primitive de 1 sur x, c'est log de x. D'accord. Alors regardez bien ici. J'ai un truc qui est en P. J'ai un truc qui est en dp. D'accord. Donc, l'idée pas bête, ça serait de faire ça divisé par ça. Ça me ferait un terme en dp sur p. D'accord. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais écrire la chose suivante. J'écris que dp sur p, d'accord, est égal à moins rho g dz sur n. J'en suis, ça y est. Attendez, le n sur nRT. Non, parce que je mets le V au-dessus. D'accord. Et alors ça me permet de faire apparaître dp sur p, de l'écrire exactement comme ils veulent, parce que ρ fois V, ça fait apparaître une masse, c'est ce qu'ils veulent faire ici. D'accord. Et le N, ils ont mis 1, parce que ça s'est intégré dans le même, ça fait la masse du mole. D'accord. N, c'est un nombre de moles, donc ils ont mis par mole. Ils ont mis par mole, ils ont intégré dans le M. Voilà, cette chose magnifique. Et j'ai oublié le DZ, faut pas que je l'oublie, sinon j'aurais l'air con. D'accord? Non, pas d'accord. Hein? Hein, pardon? Tété? Alors, est-ce que tout le monde est content et que tout le monde est arrivé là?
C'est bon pour tout le monde? Et alors maintenant, vous allez voir. Encore plus fort et toujours sans filet, nous allons prendre la primitive de cette chose-là. La primitive de dp sur p, c'est un log. La primitive de dz, c'est z. Plus une constante. Selon ce que l'on vous demandait de vérifier. Je l'ai fait manger dans le M. N, c'est un nombre de moles. Il y a Rho V divisé par N. Mais N, de toute façon, il est sans dimension, c'est un nombre de moles. Est-ce que tout le monde m'a suivi là-bas? À droite, à gauche, ça suit. Là, c'est bon. À main droite, c'est bon aussi. Donc, ne pas oublier la constante. Maintenant, je prends l'exponentielle de cette chose-là. Et vous allez voir que ça me fait P est égal à l'exponentielle de moins mg sur rt z plus une constante. Et je vous rappelle que l'exponentielle de a plus b, excusez-moi, je vais l'écrire mieux, l'exponentielle de a plus b est égal à quoi? Vous êtes d'accord avec mademoiselle? Bon, on va dire que oui. Donc ceci est égal à exponentielle, est égal à exponentielle de la constante fois l'exponentielle de moins mg sur rt fois z. Ce truc-là, je peux toujours l'appeler P0. D'accord? Je l'appelle n'importe comment, c'est une constante qui est dimensionnellement une pression. Par contre, ça, je sais que c'est une pression dimensionnellement. Ce qui me donne que P est égal à P0 exponentielle de moins mg sur RT fois Z. Ça, c'est la variation de pression pour un gaz isotherme, un gaz parfait isotherme. Donc ça marche, je vais l'écrire un peu mieux parce que là on dirait qu'ils sont au même niveau. Ça marche aussi pour n'importe quel gaz parfait isotherme, c'est pas que pour l'air. Voilà. Ok? Petit exercice qui vous donne... Alors, ceci dit, ça marche relativement bien. Je pars plus tôt parce que je vais prendre un train. On n'est pas toutes les semaines, j'espère. Au revoir. Donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'avec la pression, vous pouvez remonter à l'altitude. La plupart des altimètres marchent sur la pression, en fait. Ça marche assez bien. Dans votre iPhone, vous pouvez avoir un capteur de pression qui est extrêmement précis dans l'iPhone. Vous pouvez mesurer l'altitude très précisément, comme ça. Dans l'iPhone, il y a un petit logiciel que je peux vous donner le nom, qui récupère les données brutes de tous les capteurs du iPhone. C'est phénoménal, la précision de ce qu'il y a dedans. Il y a des capteurs magnétiques extraordinaires. Et ça mesure la différence de pression entre vos pieds et votre tête, et ça marche très bien. Ok. Maintenant, on va faire un exercice pour finir. Pour finir, nous allons faire l'exercice du petit glaçon. Question
je mets un glaçon dans de l'eau, combien est la partie... Alors, d'abord, la première chose, je voudrais vous faire remarquer quand même, c'est que le glaçon, quand tu fonds... Un glaçon, quand il fond, il se dilate. Alors, une chose intéressante, c'est que... alors, il se dilate pour des raisons extrêmement complexes, d'ailleurs, que j'ai oubliées, qui sont dues à ce qu'on appelle les lésions hydrogènes qui se font entre les ponts des hydrogènes d'un tétraèdre et de l'autre. Et c'est le seul corps qui se dilate en gelant. D'accord ? Tous les autres corps, quand ils gèlent, ils vont se comprimer. Par exemple, au labo, quand on fait hésiter, on fait geler de l'air, de l'azote. Quand vous faites geler de l'air, vous faites un glaçon d'azote, boum, il tombe dans le fond. D'accord ? Tous les autres corps, quand vous les faites geler, ils vont tomber dans le fond. D'accord ? L'eau est le sel qui va se dilater. Donc l'eau, c'est le liquide qui est le plus courant autour de nous. Donc on a l'habitude que les liquides se comportent comme ça. Alors c'est complètement faux. C'est pour ça que c'est une idée de physicien complètement fausse. Parce que le corps qui est le plus courant autour de nous a un comportement en fait complètement pathologique. Par exemple, à cause de ces fameuses liaisons hydrogènes, l'eau a une chaleur spécifique absolument phénoménale. Ce que je veux dire, c'est que si vous essayez de faire bouillir de l'eau, ça vous savez, il faut chauffer énormément. Si vous essayez de faire bouillir de l'alcool, vous pourrez essayer ce soir, ça vient très vite à l'ébullition, l'alcool. Il y a une chaleur ridicule dans l'alcool. Il faut prendre un truc très alcoolisé, vous prenez un truc à 40 degrés ou un truc comme ça, et vous verrez que ça bout très très vite. L'eau bout très mal à cause de ces fameuses liaisons hydrogènes qui accrochent vraiment les molécules entre elles. Et cette chaleur spécifique a des conséquences importantes, puisque c'est par exemple elle qui régule le climat sur la Terre. Parce que vous savez par exemple que nous on est à la même hauteur que, je sais plus, vous regarderez, je crois qu'on est à la même hauteur que New York ou un truc comme ça. Sauf qu'à New York en ce moment il y a 2 mètres de neige, je crois. Alors qu'ici il n'y a pas 2 mètres de neige. Pour la bonne raison qu'il y a le Gulf Stream qui passe chez là et que le Gulf Stream régule notre climat ici. Donc l'eau, quand elle gèle, elle se dilate et c'est la seule chose qui fait que seul corps qui se comporte comme ça. C'est pour ça qu'on peut faire du ski et du patin à glace, hein, parce que si la neige se dilatait pas quand elle gèle, on pourrait pas faire ski et patin à glace, parce que contrairement à ce qu'on croit, quand on fait du ski ou du patin à glace, on fait du ski ou du patin sur de l'eau et pas sur la neige. Parce que ce qui se passe, c'est que quand vous êtes sur de la glace, pourquoi vous avez des lames étroites? Parce que vous travaillez sur la pression. Donc vous avez une lame étroite, vous mettez beaucoup de pression à cet endroit, et à l'endroit où vous passez, vous faites fondre la glace en appuyant dessus. Et en fait, le patin, il passe sur de la glace, sur de l'eau. C'est comme ça que ça marche. Si on n'avait pas cette propriété, vous ne pourriez pas glisser. Donc voilà, donc l'eau, ça a cette propriété, plein de propriétés particulières. Alors il y a aussi... alors il y a un truc marrant d'ailleurs, puisque je vais vous apprendre, je vous ai appris ce matin. Donc vous savez qu'avec le réchauffement climatique, les gens pensent que ils ont raison, que le niveau de l'eau va monter. Et alors à votre avis, il va monter pourquoi le niveau de l'eau? Avec l'ours blanc sur la banquise. Alors, à votre avis, majoritairement, là, transition scientifique, vous me pariez sur quoi? Hein? Alors, sur la fonte de la banquise. Alors, est-ce qu'il y a un autre phénomène qui pourrait intervenir que vous connaissez? Quand vous chauffez un corps, qu'est-ce qui lui arrive? Il se dilate. Voilà. À votre avis, est-ce que vous auriez un argument pour dire que c'est important ou que c'est négligeable? C'est très important. Pourquoi? Parce que la dilatation, c'est un phénomène qui est relatif. Donc effectivement, si vous dilatez 10-5 sur un tube qui fait 1 mètre, vous allez gagner 10 microns, ça ne va pas faire BZF. Sauf que dans les océans, il y en a de la flotte. Donc en fait, la dilatation des océans représente plus de la moitié de l'élévation au niveau de la mer. Et due à la dilatation thermique de l'eau. La deuxième cause, c'est la fonte des glaciers terrestres. Parce qu'il y a plus de glaciers terrestres que de glaciers sur l'eau. Chose que tout le monde semble oublier. Et la fonte de la banquise avec le petit ours blanc, ça représente même pas un quart. Il n'y a pas beaucoup d'eau stockée au pôle Nord et au pôle Sud. Hein, c'est pas énorme. On a plus qui est stocké sur la Terre que dans la banquise. Voilà, donc c'était l'épisode. On remet à la loupée mon passage sur le petit ours blanc.
Non, c'était un peu pour... Donc retenez que l'élévation du niveau de la mer due au réchauffement, il est dû à la dilatation de l'eau. Et pas au petit ours blanc. Bon, il est dans la merde aussi, l'ours blanc, mais... Et donc, du fait que la glace se dilate en gelant, ça flotte. Mais alors, ça se dilate quand même pas beaucoup. Donc, ça flotte quand même pas génialement bien, mais ça flotte. Et donc là, on vous propose de regarder ce qui se passe quand vous avez un glaçon qui se met dans l'eau. Ben, combien il y en a par-dessus? Combien il y en a par-dessous? Dans un modèle simple, vous êtes dans une mer calme. Non, pas de la mer, parce que j'ai de l'eau salée, la mer, donc c'est un peu différent. Et donc dans de la mer douce, donc de l'eau douce, vous mettez un glaçon et vous regardez comment ça se passe. Et donc il vous pose la question, la proportion immergée, la proportion... Voilà. Je vous laisse faire ce petit exercice. Il est extrêmement trivial. Un peu de silence, là, j'en ai pour 2 minutes. Bon, alors... J'ai mon truc qui est là. Le H, il est pris en dessous ou il est pris en dessous, je sais plus. Il est pris en dessous ou en dessous, le H? Il est là. Comme ça. Bon, donc vous avez ici le poids. Ici, la poussée d'Archimède. Bon, le poids, c'est facile, c'est mg. Et mg, donc ça, c'est le ρ de la glace. Là, vous avez le ρ de l'eau. Le cube, il est une arête petit a. D'accord? Mg, c'est de façon évidente a au cube fois le ρ de l'eau fois g. Ok? Ça, c'est une bêtise comme ça, vous avez du mal à trouver que c'est a au cube fois la masse de de l'eau. C'est bête, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont trouvé ça. Alors, la poussée d'Archimède, c'est le volume, c'est le poids du volume d'eau. Alors, c'est ça la grosse différence. Déplacé. C'est pour ça que ça marche bien Archimède, parce que c'est le poids du volume déplacé, mais transformé en eau. D'accord? C'est pour ça que vous remplacez le volume, un volume qui est en volume ici. Là, vous avez de la glace, et c'est ce volume remplacé par de l'eau qui pousse. C'est pour ça que c'est efficace. Donc Archimède, par contre, vous n'êtes que sur H. Donc Archimède, vous avez que la poussée d'Archimède, elle a ici son module. Il vaut A carré fois H fois le ρ de l'eau fois G. OK? Et vous arrivez qu'à l'équilibre, vous avez la poussée d'Archimède qui est égale au poids. Et vous avez que A carré fois H fois ρ de l'eau fois G est égal à A cube fois ρ de la glace, pardon. Attendez, je suis en train de me paumer là. C'est ρ de la glace ici, excusez-moi. Ça c'est ρ de la glace, ça c'est ρ du liquide. A au cube fois H fois ρ du liquide fois G fois ρ de la glace fois G. Ok? Donc là, évidemment, ça se simplifie. J'ai le A carré qui s'en va, le cube qui s'en va, le G qui s'en va, le G qui s'en va. Et puis, vous avez simplement que H est égal à A fois ρ de la glace sur ρ du liquide, ρ de l'eau. Et je pense que vous trouvez effectivement ce que vous avez trouvé sur Internet, que le rapport de l'eau, de la glace sur l'eau, c'est 0 combien? 0,92, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc il y en a un qui est arrivé. Je pense que peut-être vous n'êtes pas loin du résultat non plus, vous. Ça serait bien que vous travailliez ce genre de choses. D'accord? C'est pas un exercice très dur, ça. D'accord? Allez, bon week-end à tous.